Une jeune mère décède mystérieusement quelques heures après avoir dîné dans un élégant restaurant. La quête d'indices révèle des secrets dissimulés dans un grenier, dans un club de striptease privé et même sous la peau de la victime. La police de Kansas City évoque le meurtre le plus étrange qu'elle ait eu à traiter depuis longtemps. Car l'assassin lui a adressé un message. Les experts médico-légaux ont en effet trouvé sur la scène de crime un indice de taille microscopique. Et sa signification ne laisse planer aucun doute. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour vous faire partager deux nouvelles enquêtes impossibles pleines de rebondissements. La première, vous allez le constater, est l'une des innombrables variations sur le thème imaginé par Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Schizophrénie ou manipulation sournoise, comment un homme peut-il offrir à son entourage deux facettes totalement contradictoires de sa personnalité? Peu après minuit, le commissariat d'une banlieue cossue de Philadelphie reçoit un appel d'urgence désespéré. C'est pour une urgence. Ma femme a eu un malaise dans la baignoire. Craig Rabinowitz, 34 ans, déclare avoir trouvé sa femme, Stephanie, dans sa baignoire. Elle a eu un malaise dans la baignoire? Oui, elle est tombée, elle ne respire plus, elle est bleue. Quand la police arrive, elle trouve Rabinowitz dans la salle de bain, maintenant la tête de sa femme hors de l'eau. Ils essaient de la ranimer et l'emmènent d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, les médecins ne parviennent pas à la sauver. Quand Craig apprend la mort de sa femme, il s'effondre. Les médecins ne peuvent fournir aucune explication. J'ai demandé au médecin de me donner des indices sur ce qui avait pu se passer. Il m'a répondu qu'il n'en savait vraiment rien. Il a ajouté « Parfois, les gens meurent de façon inexpliquée. Ça peut être un anévrisme, une attaque cardiaque, n'importe quoi. Mais à première vue, il n'y avait aucun signe de traumatisme. » Rabinowitz déclare à la police que sa femme Stephanie et lui avaient dîné dans un restaurant thaï, puis étaient rentrés, avaient bu un verre, et que Stephanie avait pris un bain pendant que Craig regardait la télévision. Pendant qu'il regardait le match de hockey, il a entendu un bruit sourd. Il a cru que le flacon de shampoing était tombé par terre. Il n'y a pas vraiment prêté attention. Il a regardé le match pendant environ 20 à 30 minutes, puis s'est rendu compte que sa femme n'était toujours pas sortie de son bain. Il est donc allé dans la salle de bain et l'a trouvée inanimée dans la baignoire. L'inspecteur Charles Craig a enquêté sur bon nombre de décès inexpliqués et sait reconnaître le comportement suspect d'un époux qui a quelque chose à cacher. Mais ce n'est pas le cas de Craig Rabinowitz. En général, quand on interroge des gens, qu'ils soient témoins, victimes ou suspects, on cherche le contact visuel. On regarde s'ils tremblent, s'ils sont très nerveux ou s'ils transpirent. Mais lui ne présentait aucun de ces signes. La police ne trouve rien de suspect ou de déplacé dans la maison du couple après le décès de Stephanie. La télévision était allumée, la bouteille de shampoing était dans la salle de bain. Il y avait bien de l'eau dans la baignoire. On a vérifié toutes les portes et les fenêtres, on a constaté que la maison était bien fermée. On est allé dans la chambre et il n'y avait aucune trace de lutte. Nous n'avons pas trouvé de sang, rien de la sorte. La rencontre de Craig et de Stephanie est une histoire classique. Ils se sont rencontrés lors d'un camp d'été pour adolescents et ne se sont pas quittés depuis. Les Rabinowitz représentaient le couple parfait, amoureux, avec une belle réussite professionnelle. Ils avaient une adorable petite fille d'1 an. Lui avait monté son affaire de vente de gants et fournitures en latex. Ils étaient mariés depuis 1990. Elle était avocate, sortie de Bryn Mawr et de Temple University. Craig est fier de sa femme et travaille dur pour lui payer ses études de droit. Stephanie parlait de son ménage en des termes idylliques. Elle disait que son histoire était merveilleuse, que leur relation était presque parfaite et qu'elle était très heureuse. Entre le cabinet et les affaires de Craig, le couple est prospère et vit dans le quartier le plus prisé de Philadelphie. Mais même la fortune et les privilèges ne peuvent empêcher les accidents tragiques comme celui qui frappe Stephanie Rabinowitz. Je suis arrivé au bureau mercredi matin. Quand je suis entré, tout le monde pleurait et j'ai été anéanti d'apprendre que Stéphanie était morte la veille au soir.
J'ai entendu dire qu'elle avait eu un accident, qu'elle s'était noyée dans sa baignoire. C'est tout ce qu'on nous a dit. La cause du décès de Stéphanie demeure mystérieuse. A-t-elle succombé à un empoisonnement alimentaire après avoir dîné avec son mari dans un restaurant thaïlandais? A-t-elle fait une overdose de médicaments? A-t-elle été victime d'une rupture d'anévrisme ou d'un accident vasculaire cérébral? Était-elle dépressive? Et aurait-elle tenté de mettre fin à ses jours d'une manière ou d'une autre? Puisque Craig Rabinowitz affirme que son épouse était heureuse et en bonne santé, les experts médico-légaux doivent explorer d'autres hypothèses. Stephanie Rabinowitz avait dû glisser, se cogner la tête dans la baignoire et se noyer. C'était une véritable tragédie. La mère d'un enfant de 1 an, avec un mari dévoué et une vie de famille heureuse. Les circonstances de sa mort demeuraient une énigme pour moi. Je ne voyais aucune trace de traumatisme, aucune coupure, aucune écorchure, rien de la sorte. Stéphanie est originaire d'une famille juive traditionnelle. Conformément à sa religion, les parents et le mari de Stéphanie désirent l'enterrer avant le prochain coucher du soleil. Il faisait pression pour que Stéphanie Rabinowitz soit enterrée rapidement, conformément à la tradition juive. Mais le médecin légiste n'accède pas à la demande de la famille, prétextant qu'il veut effectuer une autopsie intégrale. Sa décision est en partie dictée par un élément que Craig Rabinowitz révèle à la police. Il déclare que Stéphanie avait des difficultés à concilier les obligations liées à son nouveau-né et à son travail d'avocate, et qu'elle prenait occasionnellement des somnifères sur ordonnance. Au même moment, la police reçoit un appel anonyme suggérant d'aller enquêter sur les visites de Craig dans un club privé, le Delilah's Den. Le Delilah's Den est le club de striptease select de Philadelphie. C'est un endroit où il n'est pas rare d'apercevoir des athlètes professionnels, des artistes ou des gens de passage à Philadelphie. Des hommes d'affaires ou même des groupes qui viennent enterrer une vie de garçon en buvant des bières. Lors de leur visite au club, les inspecteurs découvrent que Craig est un habitué et qu'il est particulièrement intéressé par l'une des danseuses appelée Summer. Selon les employés, c'est assez courant. Summer ne venait pas danser ici pour se faire des amis. Elle était là uniquement pour l'argent et avait une réputation de requin. Elle se faisait un max de blé. Elle allait toujours vers les clients les plus friqués. Soit on se donne en spectacle sur scène tout en montrant au client que ça s'arrête là, à la porte du club, soit on peut attirer le client dans une espèce de fantasme à long terme. Et là, il devient un régulier. Lors de son interrogatoire, Summer reconnaît que Craig est un bon client, mais rien de plus. Il n'est même pas le meilleur. Elles ont chacune 2 ou 3 bons clients qui dépensent beaucoup d'argent pour elles. Ils leur achètent parfois des meubles, ils paient leurs factures, leurs notes de dentiste, ce genre de choses. Elle a dit qu'il n'y avait rien de sexuel entre eux, qu'ils ne sortaient pas ensemble, rien de tout ça. Ce dont nous avons toujours fortement douté, bien entendu. Je connais des danseuses qui se sont fait offrir des voitures, d'autres des bijoux de valeur, des appartements, etc. Les clients du Delilah qui recherchent un peu d'intimité peuvent s'offrir une danse privée dans le salon Champagne. Ils utilisent les billets Delilah, la monnaie de la maison payable par carte de crédit. Les archives du club révèlent que Craig dépense pas moins de 3 000 $ par mois au Delilah. C'est peut-être une fortune, mais ça n'a rien d'illégal. À dire vrai, Stéphanie avait connaissance des visites de Craig au Delilah. Il avait dû lui dire qu'il faisait des affaires là-bas. Et c'est quelque chose d'assez courant dans une ville où les gens font des affaires, particulièrement dans le domaine de la vente. Que Craig aille au Delilah pour des motifs professionnels ou personnels n'explique toujours pas le décès de Stéphanie. L'explication viendra des experts comptables. Dans l'année qui précède la mort de sa femme, Craig Rabinowitz dépense pas loin de 100 000 $ au Delilah's Den, un club de striptease select de Philadelphie. Les enquêteurs fouillent la maison des Rabinowitz à la recherche de livres de comptes afin de comprendre comment Rabinowitz peut se permettre ce genre de dépenses.
Il était représentant de gants en latex. Mais personne n'a trouvé le moindre gant en latex. En revanche, la police découvre un comble dans le placard de la chambre. Je n'ai fait que soulever la planche qui dissimulait ce comble. Au premier abord, je n'ai rien vu, mais quand j'ai mis la main à l'intérieur, j'ai trouvé un sac. C'était un sac de course rempli de papiers. Parmi ces papiers soigneusement dissimulés, les enquêteurs découvrent des reçus de cartes de crédit en faveur du Delilah Den pour un montant qui s'élève à plus de 100 000 $. Ils apprennent également que Rabinowitz offrait des cadeaux à Shannon Reinhardt, la jeune stripteaseuse, et qu'il l'invitait dans des hôtels de luxe. La présence de revues pornographiques atteste aussi de ses goûts érotiques qui contredisent une vie de couple harmonieuse et rangée. La double vie de Craig Rabinowitz était dissimulée dans un comble. Le sac contient également des reçus, révélant que Craig a mis au clou des bijoux de famille appartenant à Stephanie juste après sa mort. On y découvre aussi un livre de comptes, apparemment pour l'entreprise de gants chirurgicaux de Craig, mais la police en doute. On a fait venir un expert comptable. C'était une première pour moi. Il a soigneusement épluché une à une toutes les factures de Rabinowitz. Rick Zayas est expert dans l'art d'estimer le coût ou la valeur réelle d'entrées comptables qui ont été falsifiées de façon à dissimuler leur véritable objet. Selon ses explications, à l'importation, chaque conteneur de gants en latex coûtait 20 à 22 000 $. Il allait ensuite pouvoir les revendre 2 fois le prix d'origine. C'est là que le bas blesse. C'est trop beau pour être vrai. C'est en effet trop beau pour être vrai. Zayas découvre que la société de distribution de gants en latex de Craig n'a jamais acheté ni vendu le moindre gant. Les seules entrées d'argent dans la société viennent de fonds d'investisseurs, de la famille ou des amis de Craig qui l'arnaquent selon le système de l'avion ou de la pyramide. L'argent de l'investisseur numéro 2 va servir à rembourser l'investisseur numéro 1, et ainsi de suite. Zayas découvre que Craig ne paye aucun loyer pour un bureau ou une usine à Philadelphie. La seule chose qui pourrait lui faire office de bureau est sa table réservée au Delilah's Den. Quand sa famille, sa femme, ses amis ou ses beaux-parents pensaient qu'il était en train de faire du démarchage pour son affaire de gants en latex, 2 à 3 jours par semaine, Craig Rabinowitz était en réalité dans un obscur club de striptease climatisé, en train de se faire offrir un lap dance dans une salle privée par une stripteaseuse de 24 ans. Zayas estime que Craig est endetté à hauteur de 800 000 $. La majorité de cette somme est constituée de dettes envers ses actionnaires qui ont investi dans son affaire fantôme et qui veulent récupérer leur argent avec un bénéfice. Apparemment, même Stephanie ignorait ses manigances. Parmi les personnes que Craig a escroquées, celle qu'il a escroquée le plus est sa femme. L'expert comptable découvre ce qui pourrait être le mobile d'un meurtre. Dans la colonne Profit du livre de compte manuscrit se trouvent des montants correspondant à l'assurance vie de Stephanie, y compris une police d'1 demi-million de dollars que Craig vient d'acquérir. Dans la colonne Perte du livre sont énumérés les montants dus à chacun des investisseurs de Craig. Il a effectué de faibles paiements symboliques pour les apaiser et, grâce à une série de calculs financiers, Zayas est en mesure de déterminer la date de ses paiements. Les dates des paiements sont exactes pendant une certaine période, jusqu'en avril 1997, date à laquelle des recoupements permettent de prouver que le document a été préparé environ 2 semaines avant le meurtre de Stephanie Rabinowitz. C'est apparu comme une évidence aux enquêteurs. Craig Rabinowitz avait littéralement fait un bilan comptable reposant sur le meurtre de sa femme. La prime d'assurance aurait non seulement épongé la dette de Craig, mais lui aurait également permis de poursuivre sa liaison ruineuse avec Sommer, sans avoir à se préoccuper de gagner sa vie. Tout ceci démontre l'existence d'un mobile. Mais si l'expert médical ne conclut pas à un homicide, les agissements de Craig, aussi licencieux soient-ils, ne prouvent pas grand-chose. Après le décès de Stephanie Rabinowitz,
sa famille demande des obsèques rapides, conformément à la tradition religieuse. Mais le docteur Ian Hood refuse d'accéder à cette demande afin de pouvoir procéder à une autopsie exhaustive. Immédiatement, il touche le jackpot. Le premier indice est découvert dans l'estomac de Stephanie. On sait qu'elle avait dîné peu de temps avant. Nous avons trouvé des crevettes et des germes de soja à peine digérés dans son estomac. Donc, elle est probablement morte dans les 2 heures qui ont suivi l'ingestion de ce repas. On sait que dans une enquête médico-légale, il est capital d'établir en priorité l'heure du décès de la victime avec précision. Or, la présence d'aliments dans l'estomac prouve que Stephanie est morte vers 22h30, soit 2 heures avant que Craig n'appelle la police. Rabinowitz a-t-il pu laisser sa femme prendre un bain aussi longtemps sans s'inquiéter de son absence? Le doute se confirme lorsque le docteur Hood découvre de petites ecchymoses sur le coude droit et sur un genou de Stephanie. Puis, il remarque de minuscules marques rouges sur son front et autour des yeux. Ces hémorragies pétéchiales se forment lorsque les vaisseaux éclatent à la suite d'un blocage de l'afflux sanguin. Pour en connaître l'origine, Hood dissèque les muscles du cou. Elle avait des ecchymoses et des abrasions plus subtiles et plus difficiles à déceler dans le cou. Au vu des traces présentes sous la peau, j'ai pu conclure qu'elle avait été agrippée par le coup. Les tests toxicologiques démontrent que Stephanie avait pris une dose de somnifère plus forte que la normale. Une enquête dans les pharmacies des alentours révèle que ce médicament avait été prescrit pour Craig et non pour Stephanie. Le docteur Hood en conclut que Stephanie a été droguée, puis étranglée à mort. Le corps de Stephanie peut enfin reposer dans la concession familiale. Tout de suite après les funérailles, la police convoque Craig Rabinowitz pour l'interroger. Lors de l'interrogatoire, Craig raconte la même histoire que celle qu'il a servie le soir de la mort de Stephanie. Il regardait un match de hockey à la télévision pendant que Stephanie prenait un bain et qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. C'est là que la police lui révèle la preuve que Stephanie était morte 2 heures avant son appel au commissariat et que l'autopsie a prouvé qu'il s'agissait d'une strangulation. Le bureau du procureur conclut que le mobile du crime est financier. Il s'était mis dans une situation financière catastrophique, notamment en dépensant des sommes folles pour sa danseuse. Mais il lui fallait de l'argent pour pouvoir régler ses dettes. Il aurait pu divorcer et partir avec la stripteaseuse si elle avait voulu de lui, mais je ne pense pas qu'elle aurait voulu d'un type fauché. Craig a profité de son arnaque au maximum. À présent, ses investisseurs lui demandent des comptes et lui mettent la pression. On a trouvé des preuves indiquant qu'ils attendaient un paiement à la fin du mois d'avril. Le meurtre a eu lieu la dernière semaine d'avril. Malgré les protestations de Craig, ses reçus de carte de crédit révèlent aux enquêteurs qu'il a séjourné dans des hôtels des environs, probablement avec Summer. Sur certains reçus, on voit apparaître un room service pour 2 personnes. C'est ce qui nous a conduit à conclure qu'il était là-bas avec elle. Selon les procureurs, Craig a enclenché les opérations à leur retour du restaurant thaïlandais. Avant de se coucher, Craig saupoudre le verre de Stephanie avec son propre somnifère. Une dose suffisante pour l'assommer. Puis il la porte à l'étage, la déshabille et la dépose dans la baignoire pour la noyer. Mais l'eau du bain la ranime. Les contusions sur son coude et son genou indiquent que Stephanie a lutté, mais elle n'avait aucune chance. L'expertise médico-légale démontre qu'il lui a agrippé le cou et maintenu la tête sous l'eau. Effrayé par ce qu'il vient de faire, Craig attend 2 heures avant d'appeler les urgences.
Craig avait misé sur le fait qu'on n'effectuerait pas d'autopsie. La décision de procéder à une autopsie était difficile. En effet, au premier abord, tout portait à croire qu'il s'agissait d'un tragique accident. Et il fallait ménager les sensibilités de la famille qui désirait enterrer Stéphanie selon la tradition juive, dans le jour qui suit sa mort. Mais l'autopsie révèle les hémorragies pétéchiales, les ecchymoses au cou et les 2 heures de battement entre le décès et l'appel au commissariat. L'expert comptable, lui, découvre le mobile. Quand il est inculpé pour homicide volontaire, Craig Rabinowitz plaide non coupable. Mais le premier jour du procès, il retourne sa veste. Il raconte que sa femme lui est apparue en rêve et l'a convaincu de mettre fin au procès en avouant ce qu'il a fait. Pour moi, c'est de la foutaise. Il a plaidé coupable pour des raisons égoïstes. Il savait qu'on allait passer plusieurs semaines à le mettre en pièces devant le monde entier, y compris sa mère, ses amis et tout le reste. Ça prouve une fois de plus que Craig Rabinowitz était un homme égoïste, égocentrique et faible. Je crois que le procureur n'a pas vu sa plaidoirie comme un acte de contrition sincère en hommage aux familles, mais plutôt comme un acte intéressé et lâche, qui lui permettait d'éviter la honte d'avoir à expliquer en public et en détail la nature exacte de ses agissements. Craig Rabinowitz est condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de conditionnel. J'étais persuadé que tout rentrerait dans l'ordre et que Craig serait condamné. Mais mon souci premier, c'était la famille de Stéphanie. Je crois qu'ils avaient vraiment besoin de faire leur deuil. Il leur fallait comprendre exactement ce qui s'était passé. Et c'est ce que la science médico-légale a rendu possible. Dès la découverte de la scène de crime, les enquêteurs avaient été saisis d'un doute sur la culpabilité de Rabinowitz. Ils l'avaient en effet trouvé debout dans la baignoire, blanc comme un linge, soutenant sa femme dans ses bras, incapable de sortir son corps trop lourd de la baignoire. Or, en dépit de ses tentatives, le sol de la salle de bain était parfaitement sec, et la morte portait ses bijoux dans la baignoire. Il s'est avéré plus tard que les 671 000 $ de dettes accumulées par Rabinowitz ne lui permettaient plus d'espérer rembourser ses créanciers. Il n'avait plus beaucoup de choix s'il ne voulait pas être découvert entre le suicide, le vol et le meurtre. Il aura choisi la pire des solutions. Dans son carnet de compte, la police découvre un incroyable planning de remboursement à partir de l'assurance vie et de la vente de sa maison. Sachez encore qu'au début du XXe siècle, un Anglais, J.J. Smith, noya 3 de ses épouses successives dans une baignoire sans que ses victimes ne présentent aucune trace de violence. Pour commettre ces crimes, Smith se plaçait au pied de la baignoire, saisissait soudain les jambes de la femme, puis les soulevait d'un mouvement brusque en les tirant vers lui. Du coup, la tête de la baigneuse se trouvait submergée et le choc de l'eau pénétrant brutalement dans la bouche et le nez provoquait une mort quasi instantanée. L'inspecteur chargé de l'enquête avait réussi à reconstituer le mode opératoire de l'assassin en utilisant une jeune collègue comme cobaye. Au terme de l'expérience, la malheureuse avait dû être réanimée car elle était à moitié asphyxiée. La seconde histoire que je vous propose de découvrir maintenant a elle aussi donné du fil à retordre aux enquêteurs. On est en 2000, un vendredi après-midi. Des personnes rentrant de déjeuner entendent des bruits étranges provenant de l'un des bureaux. Une femme trouve son patron, Richard Armitage, étendu sur le sol derrière son bureau, au milieu d'une mare de sang. Elle appelle son associé, Richard Buckley, à la rescousse. À ce moment-là, Armitage était toujours en vie. Il continuait à s'accrocher. Elle a couru vers le téléphone pour appeler les urgences et a entendu des claquements comme si quelqu'un tapait dans ses mains. C'était M. Buckley qui essayait de ranimer M. Armitage. Armitage est conduit d'urgence à l'hôpital et transféré immédiatement en chirurgie.
Son cerveau était touché, ça se présentait très mal. En fait, d'après les médecins, ce n'était plus qu'une question de temps. Tous ses enfants étaient là. Je me suis penchée au-dessus de lui et je lui ai dit, si tu veux partir, pars. Vous voyez, tu peux partir. Je l'ai laissé partir. Je l'ai laissé partir et cela m'a été très difficile. Armitage ne se réveillera pas. On savait qu'on allait avoir affaire à un homicide et que celui-ci ne serait pas simple à résoudre. L'autopsie révèle qu'Armitage a été frappé 9 fois à la tête avec un objet contondant, probablement un marteau. La personne qui avait fait ça devait être très en colère à ce moment-là, vu le type de blessure qu'il avait au crâne, très profonde, très ouverte. Ça aurait pu être de la passion ou une colère pure et dure. À l'époque, on n'en savait rien. Richard Armitage est avocat, plus particulièrement spécialisé dans les greffes et les questions de dons d'organes. En toute logique, son cœur et ses autres organes furent donnés à 3 receveurs différents. Ça a été très difficile pour les enfants, très difficile. Je crois qu'ils sont fiers de leur papa et du fait que même dans la mort, ils continuent d'aider les autres. Oui, ils sont fiers de lui. Il est encore parmi nous. Tout le monde à Kansas City est profondément choqué par la violence de ce crime. C'était une agression en plein jour, dans un immeuble fréquenté du centre-ville. Et la victime était un homme qui semblait être aimé et respecté de tous, et qui travaillait dans un domaine juridique très ésotérique, le don d'organes. Qui aurait pu faire une chose pareille? C'était un mystère. Qui aurait pu se glisser dans l'immeuble et faire ça? L'audace avec laquelle l'assassin a perpétré le crime intrigue les enquêteurs. Comment en effet peut-on s'introduire dans un immeuble de bureau en plein jour, massacrer un homme en le frappant à 9 reprises et en ressortir sans attirer l'attention et sans avoir ses vêtements couverts de sang? Les experts médico-légaux spécialistes des agressions fournissent une première explication. Selon eux, le meurtrier ne s'est pas forcément taché en commettant son acte. Il n'était pas évident que l'assassin se soit taché avec du sang ou quoi que ce soit d'autre. Si vous utilisez un marteau lors de l'impact, toute l'énergie est dispersée loin de l'agresseur. L'assaillant entre, commet son crime et ressort, et il n'y a que très peu, voire pas du tout d'indices sur cette personne. Parmi les amis, la famille et les associés de la victime, personne n'est en mesure de désigner un suspect potentiel. Trouver un avocat assassiné dans son bureau en plein jour n'est pas chose courante. C'était une première dans cette ville. Mais les enquêteurs découvrent qu'Armitage travaillait sur d'autres dossiers juridiques, en dehors des greffes d'organes. Est-il possible qu'un élément de son passé ait refait surface ? Richard Armitage n'a que 51 ans quand il est assassiné dans son bureau. Ses amis et collègues ne parviennent pas à comprendre qui aurait pu lui vouloir du mal. Richard avait des enfants d'un premier mariage et il en a eu un autre avec Cathy peu de temps après leur mariage, Ali, une petite fille adorable. Il donnait l'image d'un couple heureux qui profitait de la vie au maximum. Son ex-femme et sa femme ne sont pas inquiétées, chacune ayant un alibi à l'heure où le crime a été commis. On s'est intéressé à ses amis, plus particulièrement à l'un de ses meilleurs amis. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre, ils n'ont jamais été brouillés. Les enquêteurs savent que l'assassin de Richard Armitage tenait celui-ci à portée de son bras lorsqu'il a donné le coup fatal. Nous pensons que le premier coup l'a renversé de sa chaise et qu'il ne pouvait plus bouger. La scène du crime laisse à penser qu'Armitage a reçu les coups alors qu'il était à terre sur le côté. Il n'y a aucune blessure qui pourrait porter à croire qu'il a lutté pour se défendre. Au vu de ses chaussures, soigneusement rangées à côté de son bureau, il est évident que Richard n'attendait personne. On a appris qu'à chaque fois que Richard Armitage se rendait dans son bureau, il s'asseyait et enlevait ses chaussures. Il était installé confortablement. Quand il a été agressé, il était pieds nus. Il ne portait pas ses chaussures. Il n'a pas bougé de son bureau. Il n'est allé nulle part. La disposition des éclaboussures de sang indique clairement qu'Armitage avait le dos tourné au début de l'agression.
Il semblait confortablement installé à son bureau. Il était détendu, tranquille. D'après ce qu'on nous a dit, il était en train de commander du parfum pour sa femme à l'occasion de la fête des mères. Apparemment, il a été complètement pris au dépourvu par son agresseur. La police vérifie son agenda professionnel. Aucun rendez-vous n'était prévu ce jour-là. La liste des appels téléphoniques révèle qu'Armitage a passé son dernier appel à 14h08. Sa secrétaire et son associé ont découvert son corps à 14h30. Quand la police arrive sur les lieux, le sang a commencé à coaguler, ce qui signifie que le meurtre s'est produit aux alentours de 14h. Il est resté étendu là pendant un certain temps. Normalement, un individu en bonne santé qui ne prend pas d'anticoagulant commence à coaguler entre 3 et 15 minutes après le saignement. L'associé d'Armitage, Richard Buckley, déclare qu'il était en train de déjeuner à ce moment-là, tout comme sa secrétaire. Et personne d'autre n'était présent dans le bureau. Les 3 seules personnes présentes dans le cabinet étaient Richard Buckley, Richard Armitage et la secrétaire. Il n'y a qu'un seul bureau à cet étage. C'est un étage très vaste et le reste était complètement vide. Ils ne savaient pas si c'était quelqu'un qui venait de l'extérieur, s'il s'agissait d'un ancien client mécontent ou si c'était une affaire privée. En plus de ses dossiers sur les dons d'organes, Armitage procédait également à des recouvrements de créances. Le recouvrement de créances peut avoir très mauvaise réputation, mais il effectuait des recouvrements pour des dentistes, des médecins et des immeubles locatifs. En cas de non-paiement, Armitage envoyait les documents juridiques aux personnes débitrices de ses clients. Cette procédure déclenchait parfois des animosités. Un nom est ressorti, celui d'une personne qui avait été particulièrement versatile au téléphone, qui semblait l'avoir agressé et même menacé 1 ou 2 fois. Les archives du cabinet révèlent qu'il s'agit d'un certain Lou Campbell. On a commencé les recherches et on a fini par le localiser. On a obtenu un mandat pour fouiller sa maison dans laquelle on a trouvé une chemise tachée de sang ainsi qu'un pantalon également taché. Du coup, on s'est dit, c'est notre homme. Les vêtements sont envoyés pour une analyse ADN, mais le sang est celui de Campbell et non celui de Richard Armitage, ce qui ne l'exclut pas nécessairement de la liste des suspects. Il n'est pas impossible que l'agresseur n'ait eu aucune tache de sang sur lui. On en revient aux lois de la physique qui s'appliquent aux coups portés sur un objet ensanglanté. Si on utilise un marteau pour frapper un objet, l'énergie se disperse loin de l'agresseur. Que l'origine du sang retrouvé sur une de ses chemises ne soit pas celui d'Armitage, Lou Campbell est un suspect non négligeable. Mis en demeure de payer ses factures, harcelé par des lettres de relance, a-t-il mis ses menaces à exécution en se vengeant de l'avocat? Pour savoir s'il a pénétré dans le hall de l'immeuble, les enquêteurs visionnent les vidéos de sécurité enregistrées le jour du crime. Une surprise de taille les attend. À défaut de Campbell, c'est Richard Buckley, l'associé de Richard Armitage, qui apparaît sur la bande. Et Buckley regagne son bureau à une heure différente de celle qu'il a indiquée aux policiers. Il nous avait déclaré être parti déjeuner aux alentours de 13h50. Sur l'enregistrement, on le voit partir à 14h06, si je me souviens bien. Et on a remarqué qu'il portait un attaché-caisse. L'explication de Buckley est simple. Il s'est trompé sur l'heure à laquelle il est parti déjeuner. Mais la police réalise que cette différence d'heure signifie que Buckley et Armitage sont restés seuls dans le cabinet pendant environ 5 minutes avant que Buckley ne parte déjeuner. Cela lui a-t-il laissé le temps d'agresser M. Armitage? Oui. Commettre son crime et de tenter de se disculper? Oui. Buckley se défend d'avoir une quelconque implication dans le meurtre. Et la police ne trouve ni trace de sang, ni rien de suspect dans son attaché-caisse. Buckley déclare qu'Armitage était au téléphone lorsqu'il est parti déjeuner. Il dit avoir traversé le hall, être allé dans un fast-food, puis avoir effectué quelques achats dans un magasin de bureautique. Le reçu montre qu'il était là-bas à 14h22. Buckley prétend ensuite être retourné au bureau, avoir fumé une cigarette dehors et avoir retrouvé la secrétaire. Ils sont ensuite remontés ensemble au bureau aux alentours de 14h30. C'est là qu'ils ont découvert le corps de Richard.
Sa version des faits semble concorder, d'autant plus que la police se souvient l'avoir rencontré quelques minutes après la découverte du corps. Quand nous avons vu Buckley pour la première fois, il n'avait pas de traces de sang, il n'avait pas l'air de s'être battu. Rien dans son apparence ne suggérait quoi que ce soit. Mais en fouillant le passé de Buckley, la police met à jour des éléments troublants. Au sein du cabinet, Armitage s'occupait des dossiers de greffe d'organes avec succès. En revanche, Buckley se chargeait des affaires civiles avec beaucoup moins de brio. Richard Buckley était un très mauvais avocat. Il dépensait beaucoup d'argent pour les témoins. Il dépensait beaucoup en choses inutiles et superflues. Et ensuite, quand il allait au tribunal, il était tout bonnement incapable de gagner un procès. Les livres de comptes révèlent que Buckley s'est endetté à hauteur d'1/4 million de dollars. Richard m'avait parlé des dettes de Buckley. Il déshabillait Pierre pour habiller Paul. Il empruntait 10 000 $ pour se rendre dans le Colorado faire une déposition et il perdait le procès. Il investissait de l'argent dans un tas d'affaires qu'il perdait toujours. Mais Armitage n'était plus d'accord pour éponger les dettes de Buckley. Selon son comptable, il songeait à dissoudre la société. Ce qui aurait laissé Richard Buckley sans aucun revenu. En outre, en tant qu'associé d'Armitage, il bénéficiait d'une assurance vie d'une valeur de 150 000 $ dans l'éventualité du décès d'Armitage. Le mobile idéal pour un meurtre. Malgré l'absence de taches sur les vêtements de Buckley, les enquêteurs envoient sa chemise, son jean et ses baskets au laboratoire médico-légal pour analyse. Les experts du laboratoire sont prompts à déceler un indice quasi invisible à l'œil nu. J'ai été sidérée quand j'ai pris la chemise. C'est le premier vêtement que j'ai examiné. Et j'ai tout de suite vu des impacts de sang projetés à grande vitesse. Il n'y en avait pas beaucoup, mais on les voyait parfaitement. Ces impacts projetés à grande vitesse ne peuvent être créés que quand la personne qui porte les vêtements est proche d'une source de sang frappée avec puissance. Ces minuscules gouttes de sang sont enfoncées dans les fibres, ce qui indique que l'impact a été assez fort, contrairement à un transfert léger qui n'aurait été visible qu'à la surface des fibres. L'expert dénombre 61 taches de sang sur les vêtements de Buckley, chacune de la taille d'une tête d'épingle. Les tests ADN prouvent que ce sang appartient bien à Richard Armitage. Confronté à cette preuve, Buckley nie toute implication dans la mort de son associé. Il prétend au contraire qu'il s'est porté à son secours, que le sang a éclaboussé et taché ses vêtements alors qu'il essayait de le réanimer en frappant dans ses mains près de son visage. Cette explication est-elle plausible ? Les experts médico-légaux décident de confronter cette version des faits à la réalité en reconstituant la scène et en matérialisant la trajectoire des éclaboussures. D'après l'argumentation de la défense, c'est en frappant dans ses mains que Richard Buckley aurait provoqué ces fines éclaboussures de sang. Pour mettre cette théorie à l'épreuve, les experts médico-légaux tentent l'expérience. Tout d'abord, une personne jouant le rôle de Richard Buckley se met à genoux, comme il l'aurait été près du corps d'Armitage. À la place du sang, ils utilisent des ficelles pour montrer où le sang aurait été projeté si Buckley avait tapé dans ses mains. On a suivi le chemin des ficelles pour voir quelles étaient les zones exposées qui auraient pu être tachées de sang. Et on a comparé le résultat aux zones effectivement tachées. Instantanément, l'expérience démontre que le sang présent sur les mains de Buckley n'aurait pas pu provoquer les éclaboussures à l'endroit où elles ont été découvertes. Comme vous pouvez le constater, en position agenouillée, avec ses jambes derrière lui, il aurait été impossible que le sang passe de ses mains à ses chaussures. Même en position accroupie, ça n'aurait pas été possible.
Il y avait de petites projections de sang sur les côtés et dans des recoins de ses chaussures de sport. Il n'aurait pas pu faire ça en tapant dans ses mains, à part si elles avaient été au ras du sol, ce qui est complètement illogique. La démonstration porte ses fruits. Les experts établissent la preuve qu'il était matériellement impossible que des éclaboussures de sang aient pu tacher le dos de la chemise de Büchli dans la position qu'il occupait, agenouillé près du cadavre. Ça n'a pas pu se produire à un autre moment. Ça n'a pas pu arriver quand il l'a traîné loin du bureau, ni quand il a essayé de le ranimer. Ça n'a pas pu se produire parce qu'il a tapé dans ses mains. C'est impossible. Ça n'a pas pu arriver dans ces circonstances. Seul, un objet dégoulinant de sang et balancé par-dessus son épaule aurait pu causer de telles éclaboussures sur le dos de sa chemise, dirigée vers le bas. À présent, on sait pourquoi sa version ne concorde pas. On sait qu'il était en train de nous servir un mensonge très étudié. Il y a bien réfléchi. Mais il y a des zones d'ombre dans son histoire et on sait pourquoi. C'est à ce moment que tout s'est dénoué. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise, le bureau du procureur pense que Buckley avait décidé de tuer Richard Armitage en apprenant que celui-ci songeait à dissoudre la société. Selon lui, Buckley aurait apporté l'arme sur son lieu de travail, dissimulée dans son attaché-caisse. Après le départ de la secrétaire et l'appel téléphonique d'Armitage à 14h01, Buckley entre dans le bureau de son associé et le frappe à mort. Les coups répétés entraînent des éclaboussures sur sa chemise et ses chaussures, mais surtout sur le dos de sa chemise. Des éclaboussures quasi invisibles à l'œil nu. Il remet l'arme dans son attaché-caisse, probablement dans un sac pour empêcher le sang de se répandre, et quitte le bureau pour la faire disparaître. Les caméras de surveillance montrent qu'il a quitté l'immeuble à 14h06. La police pense qu'il s'est débarrassé de l'arme du crime et s'est constitué un alibi en achetant des fournitures de bureau à 14h22. Il est ensuite retourné dans l'immeuble, juste à temps pour y rentrer avec sa secrétaire, aux alentours de 14h30. Mais avant de commencer la réanimation, Buckley frappe dans ses mains suffisamment fort pour être entendu de la secrétaire, prétendant qu'il cherche à obtenir une réaction. Mais en réalité, pour s'assurer d'avoir une explication plausible aux éventuelles traces de sang sur ses vêtements. Quand on a connaissance de l'analyse médico-légale, de la direction des éclaboussures, de leur taille et de leur forme, etc., on voit bien que son histoire ne cadre pas avec les indices révélés par l'expertise. Et l'expertise médico-légale est un fait. Il n'y a pas de contestation possible. Richard Buckley est reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de conditionnel. Le plus triste pour lui, c'est qu'il était motivé par l'appât du gain et la jalousie. Comme je lui ai dit, ce que tu as fait à mes enfants et à ma famille ne pourra jamais être réparé. Jamais. Le mal est fait. Je pense que c'est l'être humain le plus creux, le plus cupide qu'il m'ait été donné de connaître. Une affaire étrange, un suspect improbable, mais une condamnation indiscutable. Je n'ai pas tué Richard Armitage. Je pense que le volcan intérieur de Richard Buckley s'est réveillé et que Richard Armitage en a subi les brûlures. Peu importe le mal qu'on se donne, on ne peut pas vaincre les preuves physiques. La plupart du temps, on n'a pas conscience qu'elles existent. Lui ne s'en était pas rendu compte et il n'avait pas vu les taches de sang sur ses vêtements. Et c'est ce qu'il a perdu. Bien que Richard Büchli ait toujours nié être l'assassin de son associé, arguant
qu'il lui était matériellement impossible de lui asséner 9 coups de marteau en quelques minutes, d'envelopper et de cacher l'arme du crime dans sa serviette, de se composer une attitude et de dégringoler les 13 étages de l'immeuble, l'enquête médico-légale a démontré le contraire. Quant au mobile, Büchli l'a offert à la police en encaissant la totalité des chèques des clients d'Armitage aussitôt après sa mort et en remboursant ainsi une infime partie de sa dette qui s'élevait à 340 000 $. C'est sur cette histoire que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi et de nous rester fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur cette antenne pour de nouvelles enquêtes impossibles.